Cet épisode d'Entreprendre à l'étranger vous est offert par l'application Garini. Garini, c'est la start-up algérienne qui révolutionne le stationnement en Algérie. Vous êtes propriétaire d'un parking? Garini se propose de le gérer pour vous via leur application. Et si vous êtes un automobiliste à la recherche d'une place de parking, Garini se donne pour mission de localiser la place de parking la plus proche de vous. Retrouvez Garini sur www.garini.dz sur Google Play et sur l'App Store. Bonjour et bienvenue Nassim. Alors Nassim, nous on s'est rencontrés sur LinkedIn et on s'est retrouvés à Alger. Et ce qui m'a plu dans ton parcours, c'est que tu m'as envoyé un message pour parler d'alpinisme et tu as cité un ami, Nadir Lendoun. Donc j'avoue, ça aide. Nassim, moi je t'ai rencontré la semaine dernière à Alger, on a discuté et je ne connaissais pas grand-chose à l'alpinisme, mis à part ce que je peux voir à la télé ou autre. Je connaissais pas grand-chose, surtout à l'organisation. Et ce qui m'a surpris, c'est tous les éléments qu'il fallait prendre en compte pour pouvoir gravir l'Everest ou gravir n'importe quel autre sommet. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Et puis après, je pense que je vais même faire le détail de quelques sommets que tu as atteints. Je t'en prie. Avec grand plaisir. Déjà, merci Halim de m'accueillir dans ce podcast. Et merci à tous les auditeurs de m'écouter. Présentation rapide, donc c'est Hacheichi Nassim, je viens d'avoir 35 ans, habitant d'Alger depuis toujours. Bon, si je devais un peu parler de mon parcours professionnel, j'ai un ingénieur en statistique, un doctorat en management, je travaille actuellement comme cadre dans une grande entreprise publique, donc ça c'est le côté professionnel. Maintenant, côté alpinisme, trekking, randonnée, après je vais faire une petite différence entre ces trois termes parce que des fois c'est pas si évident. Alors, moi, en fait, j'ai commencé début des années 2010. Avant, je faisais des arts martiaux, notamment du kickboxing. Et il se trouve qu'en 2011, j'ai eu une blessure au dos. Cette blessure au dos-là, bon, j'ai passé de sales moments, puisque tous ceux qui sont passés par là sentent à quel point c'est difficile. Mais, comme on dit, alhamdoulilah. Et les médecins me disaient, il faut marcher. Pour guérir plus vite, il faut marcher. Donc j'ai commencé à marcher, sachant que je le fais depuis que je suis petit. Mais j'ai commencé à le faire chaque jour à des intervalles de 10 à 20 km. Ouais, par jour. En fait, ce que je faisais, pour faire simple, à l'époque, j'étais encore étudiant à l'INPS. L'INPS, c'était au niveau de Ben Aknoun. Ce que je faisais, voilà, pas très loin d'ici. Ce que je faisais, c'est que je prenais le bus jusqu'à Alger Centre, et je montais d'Alger Centre jusqu'à Ben Aknoun. Donc c'est une montée d'à peu près 500 mètres, on va dire, sur 12 km. Donc je la faisais, notamment montée, et ça me procurait un énorme bien. Ça fait à peu près 2h30, 3h, selon qu'on est bien en forme, bien qu'on est un peu fatigué, qu'on fait des pauses et tout. Oui, exactement. Mais voilà, ça me permettait de me mettre en condition. Après, toujours, j'allais crescendo. Donc là, on est vers 2012-2013. Je commence à aller dans la région de Chréa. Chréa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la station de ski de l'Algérois, qui est située à peu près à 35 km d'Alger, dans la wilaya de Blida. Je marchais là-bas dans la forêt, j'essayais d'atteindre les petites montagnes qui sont là-bas, qui sont d'une altitude d'à peu près 1400-1500 mètres. Après, toujours, j'ai pris goût de plus en plus, le fait d'être en contact avec la nature, le fait de me retrouver dans une forêt tout seul des fois, parce que des fois il m'arrivait de venir tout seul, d'être en contact juste avec les éléments de la nature, je me sentais vivre en fait. Je me sentais revivre. Je me sentais libéré de toutes les pesanteurs, tout le stress qui nous accompagne au quotidien. Toujours, en allant crescendo, j'ai redécouvert la région de Durdura. Pourquoi j'ai redécouvert? Puisque quand j'étais petit, j'avais mon grand-père, Allah yarhamou, qui est décédé depuis maintenant plus de 25 ans. Donc mon grand-père était originaire de là-bas, des pentes de Durdura. On allait souvent en vacances quand j'étais petit. Et donc je me baladais avec lui, je me baladais avec mes oncles et tout, au pied des montagnes du Durdura. En 2014, je me suis donné le challenge, je me suis dit, toutes les montagnes qui m'impressionnaient quand j'étais petit, je dois toutes les gravir. Et j'ai commencé depuis lors, pratiquement chaque mois,
à faire un sommet. Tout d'abord, les sommets les plus en vue, comme par exemple Azurun Thor. Azurun Thor, c'est un sommet de 1800 mètres qui est situé un petit peu dans l'est du Durdura. Les sommets qui entourent Tigjda, les sommets qui entourent Tel Agilf. Tel Agilf, c'est la deuxième station climatique du Durdura. Et j'ai terminé mon challenge en 2016, en août 2016, par l'ascension du Lel Khadija. Lel Khadija, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le point culminant de la chaîne du Durdura, à 2308 mètres d'altitude. C'est un sommet pas très technique, mais très physique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, le terrain n'est pas facile, mais la récompense, c'est qu'en arrivant au sommet, on est dominant sur toute la Kabylie et toute la région de l'Algérie. Donc, vraiment, c'est un sommet qui en vaut la peine. Et je le conseille bien sûr à tous nos auditeurs. Voilà. Toujours dans une même optique de diversification montagnarde, si je peux utiliser un terme à mi-chemin entre le management, l'économie et la randonnée, j'ai décidé d'aller explorer toutes les montagnes de mon pays. Je suis parti au Djebel Chelia. Chelia, c'est le troisième plus haut sommet d'Algérie, à 2328 mètres. D'accord ? Je l'ai fait en 2017. Le mont de Warznis, en arabe Ouancharis, qui est situé dans la région de Tissemsilt, à peu près 2000 mètres, je l'ai fait aussi, durant la même période. Et en 2021, j'ai complété mon challenge en escaladant le point culminant de mon pays, Tahat. Alors, le mont Tahat, c'est une montagne qui est située en plein cœur du parc national du Hogar. Il est juste en face de l'Askrem. L'Askrem, je pense beaucoup le reconnaîtront, c'est l'endroit où on peut observer l'un des plus beaux couchers de soleil du monde. Et c'est l'endroit aussi où il y a toujours le monastère du Père de Foucault. Donc j'ai escaladé Tahat en une journée, et là j'avais fait le tour de mon pays. Loin de me contenter de ça, je me suis dit, maintenant il faut penser à l'international. Je vais y venir, parce que moi je t'ai demandé la liste des montagnes. Je t'ai juste demandé la liste des montagnes à plus de 5000 mètres, ouais. Et tu m'en as donné 6. Exact. Il y a le Kilimandjaro, donc lui c'est un classique. Il y a le Merapik. Après il y en a 2 autres en Amérique du Sud, donc le Novados. Il y a 2 Novados différents. Ouais. Un à 6600, l'autre à 6890. Exact. Je lis mes notes en même temps. Voilà. Et les 2 derniers que tu as fait en Inde au mois de septembre, c'est le Kangyadze, à 6200 et 6500 mètres. 500 mètres. Moi, la question, c'est, tu les fais les 2 au mois de septembre, avec et tu prends combien de jours de repos? Je prends 2 jours de repos, c'est tout. Oui. Je prends 2 jours de repos, mais c'est pas vraiment un repos, puisqu'on était quand même à presque 5800 mètres d'altitude. Donc à 5800 mètres d'altitude, il n'y a pas vraiment de repos possible. Parce que le corps subit énormément, il y a une baisse d'oxygène. Exact. Et comment tu gères ça notamment? La baisse d'oxygène, en fait pour moi il y a 3 choses très importantes. La première, c'est de se préparer avant. Comment je me prépare? Je travaille beaucoup mon cardio, mais pas trop. Parce qu'avoir un cœur trop grand pour un oxygène qui est bas, c'est pas forcément bien. Voilà. Donc, je travaille mon cardio raisonnablement et je travaille surtout mon endurance. Comment je travaille mon endurance? D'abord par la marche quotidienne. Moi, quand je vais au travail, dans 90% des cas, je marche. Je n'aime pas prendre la voiture, je n'aime même pas prendre les transports en commun. Voilà. Ça peut se comprendre. Voilà, je marche beaucoup. Et en week-end, j'essaye d'être presque chaque week-end dans le Durdura, parce que c'est le plus proche de chez moi. J'adapte mon corps progressivement à l'oxygène. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est durant l'ascension en elle-même, il faut faire des paliers. Par exemple, dans le Kangyadze, on montait fréquemment à 4000 pour redescendre à 3500. Après, on remontait à 4500, on redescendait à 4000. Donc ce sont des paliers pour permettre au corps d'accepter le manque d'oxygène. Ça, c'est la deuxième des choses. Pour expliquer, c'est que tu le montes en stress, oui. Et puis tu le récompenses. Voilà. Et tu fais ça par palier à chaque fois. Par palier jusqu'à l'ascension. Jusqu'à l'ascension finale qu'on appelle summit push. Donc le push final, là on fait que monter en fait. Voilà. Là il y a aucun retour en arrière. Ah, aucun retour en arrière. C'est en avant tout. Voilà. Alors la troisième chose, c'est de boire beaucoup d'eau. L'eau quand même dilate le sang et donc permet au sang d'absorber beaucoup plus d'oxygène.
Le problème, c'est qu'en montagne, du fait du froid, on n'a pas forcément ce réflexe de boire de l'eau. Heureusement que j'ai tout le temps mes guides avec moi qui me disent « water for life ». Donc l'eau, c'est la vie. Voilà, donc cette formule qui est connue dans le milieu de l'alpinisme et qui me rappelle à chaque fois de boire toujours plus d'eau et de liquide en général. Ça peut être de l'eau, ça peut être de la soupe. On prend beaucoup de soupe en altitude. Soupe à l'ail, soupe aux oignons, soupe aux tomates, soupe de légumes. Des boissons chaudes comme du thé, du gingembre aussi, on en boit beaucoup. Donc tout ça permet d'hydrater l'organisme. Et pour moi, c'est aussi important que les deux autres paramètres. Voilà. On va revenir à ton ancienne carrière. Donc, tu as une carrière donc, dans le sport de combat, dans les arts martiaux. Tu découvres l'alpinisme. Et tu as fait en fait directement, tu as quasiment fait toutes les montagnes d'Algérie. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, je m'entraîne, comment dire, c'est je m'entraîne, je me remuscle, il y a une certaine remise en forme pour me remettre aux arts martiaux, ou pour toi les arts martiaux c'est terminé et maintenant tu as découvert l'alpinisme et ce sera que l'alpinisme? Je continue à faire les deux. Peut-être pas dans une optique de faire carrière et tout, quelque chose comme ça, mais pour moi c'est très important parce que déjà ça permet de dégager l'énergie négative, les arts martiaux, ça permet de travailler son cardio, surtout tout ce qui est boxe, kickboxing, même jiu-jitsu, ça permet de travailler son cardio. Voilà, et sa souplesse, et ça permet de rester en forme, peut-être d'une aussi bonne manière que l'alpinisme et la randonnée. Voilà. Aujourd'hui, tu as un rêve. Ouais. Tu as un rêve qui est, qui est assez beau, qui est l'Everest. Exact. Est-ce que, lorsque tu commences l'alpinisme, est-ce que tu te dis, mon but, c'est l'Everest, ou tu y viens petit à petit? J'y viens petit à petit. Au début, mon but, c'est le Kilimandjaro. Je me dis, bon, nous les Algériens, on reste quand même dans notre continent. Si je peux atteindre le Kilimandjaro, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a une citation dans l'alpinisme qui vous dit que chaque montagne te fait oublier la précédente. Donc, du moment où je suis descendu du Kilimandjaro, j'ai commencé à penser à plus. Et de fil en aiguille, comme on dit, je suis arrivé à un moment où je me dis, c'est maintenant. Le Kilimandjaro, c'était quand? Le Kilimandjaro, c'était début 2022, donc ça fait quand même 2 ans. D'accord. Voilà. Même c'est vrai, comment dire, ça reste encore très récent. Donc la préparation entre l'ascension du Kilimandjaro et la préparation de l'Everest, elle n'est pas très longue finalement. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres montagnes. Voilà. Oui, parce que tu n'as pas fait, du coup, tu as fait les deux sommets en Inde et tu en as sûrement fait d'autres. Oui. Alors, si on peut continuer sur l'historique, donc une fois le Kilimandjaro fait, juste en parenthèse, le Kilimandjaro pour moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Pour 3 raisons principales encore. Tout d'abord, la Tanzanie, c'est un pays magnifique. C'est des gens qui sont d'une bonté, d'une gentillesse, d'un accueil et d'une culture qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que tout simplement, le point culminant du continent où je suis né, l'Afrique. Nous, les Algériens, on est en plein dans l'Afrique. On est quand même assez en profondeur dans l'Afrique. Tamanrasset est plus proche de 12 capitales africaines qu'elle l'est d'Alger. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois, j'ai été vérifié. En fait, on oublie, mais c'est juste incroyable. Exactement. En fait, Tamanrasset, elle est plus proche de Dakar. De Dakar, Niamey, Bamako, Abidjan, toutes ces capitales de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment, on est ancré en Afrique. Donc ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que c'était la première fois de ma vie où j'allais aussi haut. C'est vrai que j'avais souffert, quand bien même j'étais très bien préparé physiquement, mais mon corps n'avait jamais été à une telle altitude. Donc j'avais énormément souffert, mais c'était aussi tellement jouissif. C'était une telle décharge de bonheur, un tel moment, ça a duré 30 minutes. Je suis resté au sommet à peu près 30 minutes. Mais c'était peut-être les 30 minutes les plus belles de toute ma vie. Alors, petite question technique, ça met combien de temps de rejoindre le sommet du Kilimandjaro? Alors, il y a plusieurs routes. Il y a des routes qui mettent 5 jours. La plus connue, c'est Marango. C'est celle que j'ai prise. Donc, moi, je l'ai fait en 6 jours, un peu plus que le délai habituel. Il y a des routes comme Machame qui prennent 7 à 8 jours. Et il y a d'autres routes qui prennent jusqu'à 10 jours. Donc, c'est, disons, une fourchette entre 5 et 10 jours. Voilà, pour faire le Kilimandjaro. Ok, je comprends. Donc, ça me donne une idée, parce qu'en fait, on se dit qu'en fait, 5800 mètres,
c'est en non-stop, entre guillemets, ça peut être fait de manière très rapide. Mais là, en fait, là, il y a des points d'étape. Exactement, comme toute ascension, on doit monter progressivement. Surtout qu'au Kilimandjaro, quand même si c'est 6 jours, ça reste rapide. Ce qui explique pourquoi j'avais souffert un peu de l'altitude, parce qu'on gagne en altitude très rapidement. Et on ne fait pas vraiment d'acclimatation, de palier. J'en ai fait 2, alors que d'habitude, il faut 4, 5, 6, peut-être jusqu'à 10. J'en avais fait que 2. Donc j'ai vraiment senti le moment où je suis passé du 3e camp à 3800, au 4e et dernier camp à 4700. Les effets de l'altitude, il y en a 4 principaux. Le premier, c'est bien sûr la respiration qui devient plus difficile. Ça, c'est vraiment terrible quand ça nous prend. Le deuxième effet, c'est la perte d'appétit. Quand bien même on te ramène le plat que tu aimes le plus au monde, tu vas sentir comme un dégoût. Mais tu dois aller au-delà de ce dégoût, puisque pour avoir l'énergie pour le lendemain, pour le sommet, tu dois manger. Donc ça, c'est le deuxième paramètre, le deuxième effet de l'altitude. Tout ça, c'est lié au manque d'oxygène. La troisième chose, c'est qu'on dort très difficilement. On dort très difficilement parce que le manque d'oxygène et le froid font que l'organisme n'est pas habitué à ce genre de conditions. Donc voilà, ça c'est la troisième chose. La quatrième, et c'est, si vous voulez, le point extrême du mal d'altitude, c'est les œdèmes qui peuvent aller jusqu'à la mort. Voilà. Au Kilimandjaro, si je ne me trompe pas, il y a eu une 50aine de personnes qui sont mortes depuis l'ouverture de la montagne, oui. Et c'est principalement des gens qui ont des problèmes cardiaques et qui sont décédés à la suite d'AVC. Voilà. D'accord. Ça, je l'ignorais complètement. Ouais. Donc le Kilimandjaro, c'est fait en Amérique du Sud, donc tu l'as fait, donc tu l'as fait au Chili. Alors, avant le Chili, il y a eu la montagne pour laquelle je suis un petit peu connu en Algérie, c'est le Merapik. Le Merapik, c'est un des petits frères de l'Everest. Il est à 6500 et surtout, il est juste en face de l'Everest. Merapik, c'était quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi ? Parce que j'étais un des premiers Algériens à avoir fait un sommet de l'Himalaya au départ d'Alger. Et c'était totalement inconnu pour moi. Je n'étais jamais parti aussi loin. Le Népal est à peu près à 9000 km d'Alger. C'est un monde complètement différent. C'est une culture complètement différente de la culture algérienne. Déjà, le fait d'arriver à Katmandou, c'était, comment dirais-je, pas un choc, puisque c'était agréable. C'était une découverte. Découvrir les temples bouddhistes, hindouistes, les senteurs dans la rue, les couleurs des gens, la langue que tu ne comprends pas, le dédale. Vous voyez un petit peu en Asie, il y a tout ce dédale comme ça de rue, les motos partout. Mais c'était vraiment... J'étais resté 2 jours à Katmandou, c'était du pur bonheur. D'autant plus que moi, je suis la personne qui aime ce genre de choses, qui aime découvrir les gens, qui aime découvrir les cultures, qui aime aller à la rencontre de l'autre, puisque à la base, je suis quelqu'un de très, très, très curieux. Pas curieux dans le mauvais sens. Curieux dans le sens où j'ai toujours une soif de connaissance. Voilà. Exactement. Tout le temps. Et vraiment, je suis, comment on dit, insatiable. Insatiable. Voilà. Je suis insatiable. Alors, le Merapik, tout d'abord, c'est 5 jours dans la forêt. La forêt de l'Himalaya, c'est terrible. Pourquoi ? Parce que déjà, le terrain est horrible. On marche sur des rochers, on marche sur des pierres, la boue, la pluie qui peut tomber, mais à une fréquence inimaginable. Différents types d'animaux. Moi, ce qui m'a gêné le plus, c'est les sangsues. Oui. Chaque jour, à la fin, quand j'arrivais au refuge, je faisais un check-up complet de mon corps pour enlever les sangsues et il m'arrivait 2 jours après d'en trouver une quelque part qui était en train de me pomper le sang. Donc 5 jours dans la forêt. Ensuite, on entre dans la haute altitude. La haute altitude, c'est le règne du vent, du froid et du manque d'oxygène. Mais c'est aussi le règne de paysages qui sont à couper le souffle. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux, en fait. Tu as la brume, le brouillard, les nuages qui vont tournoyant, le vent qui fait que on a l'impression que ces nuages vont te manger, en fait. Et les falaises, les montagnes, les glaciers, les cascades, les rivières, tout ça me met dans une ambiance
qui est presque surnaturel en fait. Moi, j'ai une question. Comment tu appréhendes le silence? Alors, moi à la base, même malgré que je vis dans une ville très bruyante, Alger est très bruyante. Alger, c'est pas bruyant, il y a un peu trop de bruit. Voilà. En fait, c'est des villes où c'est le bruit. Où en fait, le bruit est tellement intense, je sais pas si ça te fait ça, où le bruit est tellement intense et continu que tu l'oublies. Exactement. Moi, des fois, si je suis au téléphone, les gens me disent on n'entend pas ce que tu dis. Et ça te semble bizarre? Ah non, pour moi, c'est naturel. Pour moi, je parle normalement au téléphone. Parce qu'on n'entend pas. Ou on entend plus le bruit que toi au téléphone. Et C'est une très bonne question. Comment j'appréhende le silence? Déjà, moi, qui ai toujours vécu à Alger, j'ai pris cette habitude du bruit. Moi, par exemple, si dehors, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui font la fête et tout, je peux dormir, il n'y a aucun problème. Donc, quand la première nuit, je me rappelle très bien, la première nuit, c'était un silence total. Tout d'abord, c'était bizarre pour moi. Moi qui ai l'habitude de dormir, bon, alhamdoulilah, là où je suis, là où j'habite, c'est pas vraiment du bruit insupportable, mais quand même. Et donc, c'était tout d'abord bizarre. Au début, moi, quand il n'y a pas de bruit, je me mets à penser. Je pense à mon expédition, à ma vie. Je me mets même à poser des questions existentielles. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Donc, au début, j'ai eu, aussi paradoxal que ça peut paraître, j'ai eu des difficultés à dormir. Disons qu'au bout de 2-3 jours, je me suis habitué à ce silence et j'ai même savouré ce silence. Le fait de dormir, le fait de se réveiller. Tu vois, quand tu dors et que tu as l'impression que tu t'es vraiment reposé. Parce que des fois, tu dors, 8h, 9h, tu te réveilles le matin, c'est comme si tu n'avais pas dormi. Tu es épuisé. Moi, quand je me réveillais, j'étais d'attaque. C'était un réveil, mais vraiment en garde à vous. J'étais d'attaque tout de suite. J'allais prendre mon petit déjeuner et je pouvais repartir à l'assaut. Je pense que le silence et la pureté de l'air, la pureté de l'environnement dans lequel j'étais m'ont grandement aidé à redécouvrir ces sensations-là. Voilà. On en vient à ton rêve qui est l'Everest. Oui. Donc alors, aujourd'hui, t'en es où dans ce rêve-là? D'abord, pourquoi l'Everest? Bon, la réponse, elle est évidente. Le toit du monde. Comment dirais-je, j'en profite pour faire un coucou donc à Nadir Dendoun qui a été au sommet de l'Everest en tant que franco-algérien au départ de Paris. Exact. Et qui est arrivé au toit, sur le toit du monde. Et il y a cette magnifique photo qui existe depuis qu'il a fait l'ascension, avec le fameux drapeau français, le drapeau algérien, et le 93, découpé dans un bout de carton. En forme de cœur. En forme de cœur qui est juste magnifique. Et le titre du livre qui est incroyable, qui est Un tocard sur le toit du monde. Exact. Aujourd'hui, t'en es où dans cette quête? Donc, comment ça se passe? Pourquoi est prévu le départ? Où est-ce que tu en es dans ta collecte de fonds, dans ton sponsoring? Alors, déjà, pourquoi l'Everest? Quand on a posé la question à Mallory c'est un des plus grands alpinistes de son temps, donc on est dans les années 20, années 30, il a dit tout simplement parce qu'il est là. Moi, c'est logique, mais moi, c'est pas vraiment mon fusil d'épaule, comme on dit. Tout simplement, l'Algérie est un pays dont l'histoire s'est construite en grande partie dans les montagnes. Depuis qu'on est tout petit, on récitait à l'école Min Jibalina. Min Jibalina, je vais traduire pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe, c'est de nos montagnes. Depuis que je suis petit, j'ai toujours été en admiration des gens qui se sont battus dans les montagnes pour qu'on redécouvre notre indépendance, notre liberté. Parmi eux, il y avait mon grand-père, il y avait le père de mon grand-père, donc des deux côtés, aussi bien paternel que maternel. Ce sont des gens... Oui, sûrement. Et surtout du côté paternel, vu que c'était la région de l'Est. Donc voilà, c'est tout d'abord une manière de rendre hommage à notre histoire. Deuxièmement, à part Nadir, qui m'a inspiré dans cette quête-là, on n'a pas eu d'alpinistes algériens au départ d'Alger qui ont fait ce challenge-là. Alors que d'autres pays qui n'ont pas de montagnes, qui n'ont pas forcément une histoire avec les montagnes, ont déjà envoyé 20, 30, 40, 50 alpinistes sur l'Everest. Donc déjà, c'est pour corriger cet état de fait que je trouve dommageable pour notre pays. Troisièmement, c'est pour moi, ma famille, mon entourage, comme on dit, self-accomplishment,
pour m'accomplir. Quatrièmement, pour faire connaître mon pays, sa culture, et montrer qu'il est capable de se projeter à l'international. Tout modestement, je vais essayer d'être le meilleur ambassadeur possible de mon pays dans ce domaine encore très peu exploré par les Algériens. Du potentiel, il y en a. Je m'entraîne avec des jeunes qui font de l'escalade sur mur, pas loin d'ici d'ailleurs, au niveau du 5 juillet. C'est des jeunes de 19, 20 ans, 25 ans. Ils ont un potentiel extraordinaire. Ce sont de véritables Spider-Man. Et tout modestement, je veux leur montrer qu'ils ne doivent pas rester juste dans les murs. Ils doivent eux aussi partir à la conquête des plus grands sommets du monde. Pour toutes ces raisons-là, je mets tout ce qui est en mon pouvoir pour arriver, Inch'Allah, à ce rêve. Maintenant où j'en suis. Ma quête, je l'ai commencée l'année dernière. J'ai commencé à contacter des entreprises et tout. Il faut savoir que pour le Chili et l'Inde, j'ai été sponsorisé par une grande entreprise privée. Inch'Allah, ils vont eux aussi pouvoir participer à cette aventure. Mais sachant qu'il faut 40 000 € pour l'aventure de l'Everest, ils ne pourront pas me financer à 100%. Et c'est ce que tu m'as expliqué en fait, c'est 40 000 €. Est-ce que tu peux détailler, qu'est-ce que comprend cet investissement de 40 000 € comporte déjà le permis. Le permis d'ascension de l'Everest coûte plus de 10 000 €. C'est une décision du Népal. Faut savoir que le Népal est un pays pauvre. Donc, je trouve moi logique qu'ils monnaient le fait qu'ils ont le plus haut sommet du monde aux alpinistes qui viennent essayer de s'y frotter. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est toute la logistique. L'équipement, la nourriture, le transport, les guides, les sherpas, les porteurs, les cuisiniers, l'installation. Et à faire partie une dizaine de personnes pour un alpiniste. Donc un alpiniste doit être assisté par une dizaine de personnes. Voilà. Pour une aventure 100% algérienne. 100%. Il monte, alors, jusqu'au camp de base, il monte avec toute l'équipe. Après, à chaque camp, l'équipe devient de moins en moins importante jusqu'au dernier camp où il y aura juste l'alpiniste et son guide. Donc même les porteurs ne montent pas jusqu'au sommet de l'Everest. Généralement, au camp de base, entre le camp de base et le camp numéro 1, c'est la moitié de l'équipe qui monte. Ensuite, au fur et à mesure, ils redescendent. Bien sûr, les infirmiers et les médecins, au cas où, ils peuvent être amenés à monter quand même assez haut. Que ce soit pour une évacuation sanitaire ou pour corriger une blessure ou bien n'importe quel type d'intervention. Voilà. Donc, où j'en suis, pour revenir à la question que tu m'as posée tout à l'heure, où j'en suis, pour le moment, des promesses. On me dit que c'est bien, masha'Allah, Rabbi aounak, c'est une très bonne chose et tout. Mais pour le moment, sincèrement, pas grand-chose de concret. Là, il me reste à peu près, disons 3 semaines pour rassembler l'argent. Je consacre chaque jour pour ce travail-là et je profite de ce podcast qui est suivi par nombre de nos compatriotes, que ce soit en Algérie et à l'étranger, pour dire je suis là et vous avez tout à gagner à me sponsoriser et à faire partie du projet qui est de mettre le drapeau algérien sur l'Everest. Donc j'étais pas préparé. Au départ d'Alger. Et le guide me disait, Nassim, il est dans ton intérêt d'abandonner. Je lui disais, 100% algérien. J'irai. Et je m'engage bien sûr à donner le meilleur de moi-même. Vous savez, dans toutes mes ascensions, des fois j'arrive à un moment où physiquement, je suis au bout du rouleau. Mais qu'est-ce qui me permet de tenir? Qu'est-ce qui me permet d'avoir cette énergie qui va me permettre de faire le push final, la poussée finale et mettre le drapeau sur les plus hauts sommets du monde? C'est ce drapeau. Je me dis, j'ai tant enduré pour arriver là où je suis, d'un quartier populaire d'Alger jusqu'au plus haut sommet, et ce n'est pas à cause d'une fatigue ou bien d'une baisse de régime et tout que je vais abandonner. Je n'abandonne jamais. J'ai une devise, I never give up. Pour raconter une petite anecdote, lors de mon ascension au Chili, sachant qu'avant j'avais tenté la Concagua, mais on ne m'avait pas donné le visa. La Concagua, c'est le plus haut sommet du continent américain. L'Argentine. L'Argentine ne m'avait pas donné de visa, donc je m'étais rabattu sur le deuxième plus haut sommet qui est le Nevado Ojos del Salado. Quand j'ai gravi le premier sommet de 6600,
j'étais complètement mort physiquement. Pourquoi? Parce que j'avais perdu beaucoup de temps dans tout ce qui est visa, préparation, sponsoring et tout. Donc j'étais pas préparé comme il le fallait. Et le guide me disait, Nassim, il est dans ton intérêt d'abandonner. Je lui disais, écoute, j'irai, même si je dois marcher, non pas sur un seul pied, mais sur un seul orteil. Je n'ai pas fait tout ça. Je n'ai pas passé des mois et des mois à préparer, que ce soit physiquement, moralement, administrativement, financièrement. J'ai pas mis toute cette énergie et je ne vais pas décevoir les gens qui sont derrière moi, pour lesquels mon accomplissement, aussi modeste soit-il, est une bouffée d'espoir. Et là, ça me permet de refaire le lien avec pourquoi l'Everest. Parce que si je peux redonner de l'espoir, de la confiance à ne serait-ce qu'un seul jeune Algérien, je serai le plus heureux du monde. Voilà. C'est tout le mal que je te souhaite et surtout, ce qui manque, c'est comme beaucoup de sports. Après, comment dire, on voit généralement des pays entiers qui sont adeptes d'un sport. Oui. Parce qu'en fait, c'est qu'ils sont tout simplement pas eu de modèle sur d'autres sports. Exactement. Tout simplement. Tout modestement, moi je suis quelqu'un, comme on dit l'arabe, je suis très modeste dans comment je me présente et tout. Moi, bon, si je peux être un modèle, c'est très bien. Mais déjà, peut-être un exemple. Quand un Algérien va se mettre à penser à l'Himalaya, il va dire « Ah, il y a déjà eu un compatriote qui l'a fait. » Et ce compatriote-là, il est comme moi, il est simple, il vient d'un quartier populaire, c'est pas le gars d'un riche ou bien je sais pas qui. Ça va créer des émules en fait. Et si je peux faire ça, eh ben, crois-moi, je serai le plus heureux des hommes, je le redis encore. Voilà. Pour revenir à la préparation des Ouais. tests, donc là, idéalement, toi, tu devrais partir quand? C'est prévu le départ le 10 avril, Inch'Allah. Voilà. 3 mois, oui. 3 semaines pour récolter les fonds. Exactement. Toi, dans tes démarches, t'en es où? Je suis à l'état de promesse. Donc jusqu'à présent, bon, j'ai mis en ligne une petite cagnotte. Voilà. Donc j'appelle tout le monde à participer à cette cagnotte. Bien sûr, je donne comme garantie que cet argent sera dans un compte en France et sera directement versé à plutôt l'entreprise qui fait l'expédition. Donc moi, je m'engage à n'en voir pas du tout la couleur. C'est juste pour payer l'expédition. J'ai espoir, je me dis, il suffit que 4000 franco-algériens ou algériens mettent 10 € pour que le compte soit bon. Donc bien sûr, j'incite tout le monde à participer, à partager cette cagnotte dans son entourage, dans sa famille, dans ses amis. Et bien sûr, le sponsoring. Moi, je suis ouvert à toutes les idées, à toutes les propositions. Et je donnerai le meilleur de moi-même et même plus que le meilleur de moi-même. Puisque ce n'est pas simplement une entreprise que je représenterai, c'est tout un pays. C'est toute une histoire. C'est un drapeau pour lequel des gens sont morts dans les montagnes. Voilà. Bien sûr, il y a ma préparation physique, même si des fois, c'est très compliqué de faire les démarches, de quand même continuer à travailler et de se préparer physiquement. Mais je me dis, au minimum, chaque jour, je dois faire 1 heure d'exercice physique de différents types. En plus du week-end, je suis souvent en montagne. Donc voilà où j'en suis actuellement pour l'opération. Si je parviens à recevoir les fonds, évidemment que je vais passer à un stade supérieur de préparation. Voilà. Maintenant, il faut que je dise une chose. Même si, dans l'hypothèse où je n'arriverai pas à temps, je vais quand même faire un 8000 cette année, un 8000 mètres. Donc, il y a 14 sommets de 8000 mètres dans le monde. Et même si je n'arrive pas à faire l'Everest, je ferai un des 8000 qui sont moins chers que l'Everest, entre 10 000 et 15 000 euros. Voilà. Ah, mais vas-y. Il faut. Attention, première des choses, voilà. Et il faut prendre toutes les mesures nécessaires, non pas pour éliminer le risque, on ne peut pas le faire. Et les gens du management des risques me tireront, je pense, chapeau. Il faut minimiser le risque, minimiser sa probabilité d'occurrence et minimiser aussi la gravité de ce risque s'il survient. Donc, il faut être conscient, mais ne pas trop écouter les dangers, les différentes, si on veut, les différentes personnes qui vont essayer de vous décourager. En fait, ce qui est assez marrant, je me permets de couper, c'est qu'en fait, c'est de la manière dont tu racontes ton aventure, l'ascension. On a tous en nous une part d'âme qui nous dit « Non, c'est pas pour toi, c'est pas fait pour toi. Non, contente-toi d'une vie simple. Pourquoi te donner tant de mal ?» Il faut, la première étape pour moi, et la plus dure, c'est de vaincre cette partie de nous-mêmes.
Donc il faut y croire, il ne faut pas écouter, puisque l'être humain, il est comme ça en fait. Faut savoir que beaucoup de personnes, malheureusement, qui n'ont pas peut-être réussi à faire les choses dont ils voulaient, inconsciemment, moi en fait je leur en veux pas, hein, sincèrement. J'ai atteint quand même un certain degré de maturité pour ne pas leur en vouloir. Ils essayent de te décourager. Donc ne pas écouter ce genre de personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut être téméraire. Non, il faut être courageux, mais pas téméraire. Ce genre d'aventure comporte des risques. Il faut en être conscient, première des choses, voilà. Et il faut prendre toutes les mesures nécessaires, non pas pour éliminer le risque, on ne peut pas le faire. Et les gens du management des risques me tireront, je pense, chapeau. Il faut minimiser le risque. Minimiser sa probabilité d'occurrence et minimiser aussi la gravité de ce risque s'il survient. Donc, il faut être conscient, mais ne pas trop écouter les dangers, les différentes, si on veut, les différentes personnes qui vont essayer de vous décourager. En fait, ce qui est assez marrant, je me permets de te couper, c'est qu'en fait, c'est de la manière dont tu racontes ton aventure, l'ascension, les risques, les coûts et autres. En fait, ouais, c'est une gestion d'entreprise que tu prépares, ce que tu fais. Exactement. Et le fait que j'ai fait du management, ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'arrive au troisième point, c'est de planifier. Une fois qu'on a pris la décision, là vient la planification. La planification, bon, je ne vais pas faire une courte planification ici. Disons que pour une aventure de ce type, il faut déjà planifier soi-même, son corps. Quelle préparation je vais adopter? Quelle nourriture je vais manger? Quel matériel j'aurai besoin? Et surtout, quelle est la démarche que je vais faire du moment où c'est bon, j'ai décidé de le faire, jusqu'au moment où je vais arriver au sommet. Ce que je conseille, c'est de faire un schéma. Bon, vous allez trouver un tas de méthodes pour se planifier, la matrice d'Eisenhower, tout ce qui est outils de planification et tout. Moi, je dirais, ce sont des outils qui sont très utiles, très efficaces. Disons que, bon, généralement pour les profanes, ceux qui n'ont pas forcément la maîtrise de ces outils, c'est assez facile, entre parenthèses, de comprendre le principe. Il suffit juste de coucher ça sur du papier. Là, si vous voulez, l'étape la plus simple de la planification, c'est de mettre sur un papier les différentes étapes, à chaque fois les différents moyens, le budget et tout, dont on va avoir besoin. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, à mon avis, c'est de programmer son temps. Et c'est lié au troisième point. Souvent, les gens qui sont un petit peu dans notre milieu, qui sont comme ça entre l'entrepreneuriat, une carrière dans le public ou le privé, c'est-à-dire que le sport, c'est pas toute leur vie. Donc ils font ça à côté d'une activité principale. Il y a aussi la vie de famille pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants. Donc il faut donner du temps à chaque activité. Moi, la gestion du temps, ça a été très difficile de le faire. Et surtout, ça a été le paramètre numéro 1 qui a fait que par la suite, j'ai pu accéder à un niveau physique et moral suffisant pour faire les aventures que j'ai déjà faites jusqu'à présent. Voilà. Donc, avec tout ça, la cinquième des choses, la dernière, c'est toujours demander l'aide de Dieu. Wa ma tawfiqi illa min Allah. Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, c'est dire que tout simplement, tout ce que je fais, en final, c'est Dieu qui m'a aidé. Ça ne veut pas dire qu'on doit se rouler les pouces et puis dire Dieu va nous aider. Non, il faut faire la chose. Il faut se donner les moyens. Il faut, je dirais même plus, faire sortir ses tripes. Que ce soit dans l'entraînement physique, dans la préparation, dans la gestion du temps, il faut se donner à fond. C'est ce qu'on dit, c'est entraînement difficile, combat facile. Combat facile, exactement, puisque on va combattre la montagne, mais combattre avec respect, puisqu'on ne peut jamais ne pas respecter la montagne. Si on ne respecte pas la montagne et la nature, c'est la mort. Ah, ils nous le rendront. Voilà. Alors, ils peuvent nous le rendre en bien ou en mal. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi, je suis parfaitement aligné là-dessus. C'est à un moment donné, c'est qu'il faut se préparer solidement, de manière assez complète. Et bien sûr, et puis à un moment donné, il faut un coup de pouce. Après, c'est une question de foi. Hein. Il y a combien de personnes qui te disent on s'est retrouvé au milieu de nulle part et puis à un moment donné, on a prié, on a eu la foi et autres. Donc ça, c'est pas... Si je peux raconter une anecdote, pour toujours faire le lien avec tout ce que j'ai fait, modestement bien sûr, le sommet du Kangyaze en Inde, donc c'était un sommet assez difficile. Je parle du Kangyaze 1, 6500 mètres. Au bout d'un moment, donc là on est le dernier jour, le push final, j'arrive sur une paroi raide.
La glace est tellement dure que je peux difficilement poser mes crampons dedans. Je commence à fatiguer et je commence à tirer sur la corde. Le Sherpa qui est en haut, parce qu'on était une cordée à peu près de 7 personnes, le Sherpa nous disait: qui est-ce qui est en train de tirer sur la corde? Vous risquez de nous tuer tous. Là, pour être franc, j'ai eu peur. Je me suis retourné et j'ai vu en bas le vide sidéral, d'autant plus qu'il était 5 heures du matin, donc le soleil n'était pas complètement levé. Le spectacle était terrifiant, ça me rappelait, tu sais, Alice au pays des merveilles, quand elle tombe dans le puits sans fond. Je me sentais comme ça. Et là, je me suis rappelé de ma foi en Dieu. J'ai prié Dieu qu'il me tire de cette situation. Et à ce moment-là, j'ai eu une énergie telle que j'ai pu percer la glace qui était si dure au début. J'ai pu poser mes crampons dans la glace, ce qui m'a permis après de monter correctement. Et à ce moment précis, ça m'était déjà arrivé avant, mais à ce moment précis, j'ai pu sentir qu'est-ce que la force de l'esprit pouvait faire pour le corps. Quand les muscles sont HS, hors service, quand le cœur est HS, c'est l'esprit qui prend le relais. C'est l'esprit qui peut faire redémarrer un corps. C'est l'esprit qui peut même faire survivre des gens. On a vu des gens se faire tirer dessus, qui étaient mais vraiment à 2 doigts de la mort, mais grâce à la force de l'esprit, qui ont pu survivre. Et ça me fascinera toujours en fait ça. Je suis toujours en admiration sur les ressources cachées de nous-mêmes, qu'on ne connaît pas forcément nous-mêmes que lorsqu'on se met au défi. Et c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un qui aime se mettre au défi. Parce que j'aime sentir cette part de moi-même qui est enfouie en moi. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Je suis quelqu'un qui... C'est peut-être une qualité et un défaut en même temps chez moi. Quand j'ai pas le moral, les tâches les plus élémentaires, je n'arrive pas à les faire. Mais quand j'ai le moral, je peux escalader l'Everest au sens propre et figuré. Voilà. Voilà, pour terminer dessus. Et bien sûr, je souhaite le meilleur à tout le monde. Et j'espère que tous ceux qui m'écouteront, tous ceux qui ont un projet, tous ceux qui ont une idée, tous ceux qui ont un rêve, garderont avant tout l'espoir et arriveront à réaliser leur projet. Voilà. Eh bien, écoute, que Dieu t'entende et que tout le monde t'entende. Moi, je m'engage sur un point, c'est si tu fais l'Everest, Ouais. on se retrouve ici, puis on fait un débrief. Inch'Allah, ya Rabbi, avec grand plaisir. Ça va. Nessim, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Je te dis à bientôt. Et puis, écoute, j'espère suivre ton aventure, au sommet de l'Everest. Inch'Allah, ya Rabbi. Et ben, écoute, je te dis à bientôt. Et pour celles et ceux qui êtes restés jusqu'à la fin, je vous dis à très vite. Et puis, on suivra l'aventure de Nessim. Et je partagerai, bien sûr, dans la description, du coup, ses réseaux sociaux et la cagnotte pour pouvoir l'accompagner, le suivre et surtout l'aider à atteindre le sommet de l'Everest, le toit du monde. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.